Ok, donc bienvenue pour ceux qui ne sont pas encore partis. La deuxième partie sera un peu moins médicale. On va plus regarder les aspects vie avec le myélome, retour au travail. Donc je voudrais vous présenter nos deux intervenantes, assistantes sociales, donc Mathilde et Véronique. Okay. Vous pouvez lire le nom de famille directement sur les étiquettes. Donc je propose de commencer. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques préalables? Non, le format vous a plu en première partie? On continue de la même façon? Alors on y va. Première vidéo s'il vous plaît. Le Move, dans la suite du MOOC, c'est la possibilité aux patients de faire en ligne de l'activité physique adaptée. La F3M a fait une étude qui a montré que plus de 50% des patients se plaignent de fatigue, de perte musculaire et de dépression au cours du traitement ou après les traitements. Il y a donc un réel besoin de faire de l'activité physique. Et pour beaucoup de patients, c'est difficile de savoir où aller, comment faire. Le Move, c'est la possibilité de s'inscrire en ligne de façon gratuite à des cours qui sont faits par des coachs certifiés et qui font de l'activité physique adaptée 2 fois par semaine. Donc pour s'inscrire, c'est tout simple, il suffit d'aller sur le site de la F3M et d'aller cliquer sur le Move. Donc c'est une inscription qui est gratuite, qui permet d'avoir 2 fois par semaine des cours en ligne et qui permet aussi de faire ces cours en ligne en replay si on n'a pas le temps de le faire au moment même. Il y a aussi des coachings audio à mettre dans les oreilles pour essayer d'écouter un encouragement à faire de l'activité physique qui sont disponibles à tous les patients qui ont un myélome via le site de la F3M. Il y a des patients qui me disent je loupe aucune séance, ça m'a permis de savoir comment m'y mettre en douceur. Donc c'est pas de l'activité physique cardio, c'est quelque chose de doux qui travaille la posture, la respiration, la détente et ça permet vraiment aux patients de faire le premier pas dans le chemin de l'activité physique adaptée. Voilà, donc on a parlé un petit peu en première partie de l'importance d'avoir une activité physique, soit du sport, soit une activité physique légère, adaptée à la situation, au traitement. Pour votre information aussi, il y a une activité qui va commencer à partir du 1er novembre au CHU via l'ERI. Les inscriptions se font au rez-de-chaussée du CHU à côté de la cafétéria et ça sera une activité physique adaptée. Donc l'ERI, j'ai oublié ce que c'était. Claude, si tu peux me rappeler l'acronyme. Espace Rencontre Information. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur le retour à une activité physique, sur le niveau de sport, sur le type de sport, sur que ce soit de la marche, que ce soit quelque chose de plus intense? Alors, sur un plan physique, c'est extrêmement important. Ce n'est pas seulement le fait de bouger ou de se sortir de la maison, etc. On utilise quasiment tous, vous avez reçu de la dexaméthasone, qui est un des traitements de base de la corticothérapie, qui est un des traitements de base du myélome. Et la dexaméthasone, malheureusement, entraîne des fontes musculaires. C'est un médicament qui est toxique pour les muscles. Donc c'est très important. Alors on ne vous demande pas de faire le marathon, etc. Mais d'avoir une activité physique justement adaptée à ce que vous êtes capable de faire. C'est très important pour ne pas perdre justement, pour ne pas avoir d'amyotrophie, de perte de masse musculaire. Oui. Est-ce qu'on peut forcer ? C'est-à-dire, moi, j'aime bien faire du vélo. J'insiste, je force pour faire plus de kilomètres possible. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Je ne sais pas. Alors, je pense que la règle d'essayer de dépasser ses capacités habituelles, ce n'est pas une règle obligatoirement très satisfaisante. Ce qu'il faut, c'est ne pas être traumatique. Le vélo, c'est justement parfait parce que vous êtes bien installé, etc. Il n'y a pas de traumatisme osseux. Il ne faut pas qu'il y ait, pendant le traitement d'un myélome ou en période de pause thérapeutique, il ne faut bien entendu pas faire de sport de contact. Pas faire de judo, pas faire du rugby ou une chose comme ça, bien entendu non. Mais le vélo, c'est l'activité, je dirais, idéale, parce qu'on a ses limites, et il ne faut pas essayer de les dépasser. Mais il faut quand même essayer de faire des exercices un petit peu dans la durée,
dépasser un certain stade. Mais il faut le faire très très progressivement. Et Cécile Sontag, qui a parlé là, notre collègue de Strasbourg, est très experte dans le domaine. Et donc le MOVE, c'est quelque chose qui est très bien, qui a été mis en place par votre association, mais avec des conseils de médecins du sport, de médecins qui connaissent vraiment bien. Et Cécile Sontag a été une des premières en France, à Strasbourg, à développer justement des programmes de recherche pour les malades qui, un, étaient un petit peu âgés, et deux, recevaient des médicaments notamment toxiques, potentiellement toxiques pour les masses musculaires. Alors il faut le faire très progressivement. Le premier jour où vous allez prendre votre vélo, au bout de 5 minutes, vous serez essoufflé. Donc il faut faire 5 minutes, puis 6 minutes, puis 7 minutes. Il ne faut pas d'emblée mettre la barre trop haut, parce que vous n'y arriverez pas, mais avec quelque chose de très progressif, on arrive finalement à faire beaucoup de choses. S'il vous plaît. Du fait des défenses immunitaires qui sont quand même réduites avec les traitements, est-ce qu'on peut aller en piscine, qui est quand même un lieu de microbes assez connu? Effectivement, en pratique, en dehors de traitements très particuliers, peut-être dans les semaines immédiates après autogreffe ou après traitement par CAR-T, on peut, sinon, non, je pense qu'on peut sans problème avoir une activité en piscine. C'est même, voilà, parmi les activités physiques qu'on peut faire, c'est excellent la natation. Donc non, pas d'inhibition sur la piscine. Alors, je pense que le vélo et la piscine, c'est ce qui est bon. La marche, bien entendu, marcher c'est le minimum. Mais vélo et piscine, c'est tout à fait faisable. Alors, les dames aiment beaucoup faire de l'aquagym, les hommes moins, je ne sais pas pourquoi, mais vous pouvez faire ça sans problème. Donc on peut passer au sujet suivant. Donc maintenant on va aborder un peu toute la partie myélome, vie et travail, avec les aides et les structures pour nous aider dans cette partie-là. Le temps de l'assistante sociale est défini déjà dans le plan cancer depuis de nombreuses années. Elle fait partie intégrante de l'équipe soignante qui peut graviter autour du patient. Les aides peuvent être diverses et variées en fonction du besoin du patient. Ça peut être de l'aide financière quand il y a une longue maladie et que la situation financière s'est détériorée liée à l'arrêt de travail prolongé. Ça peut être aussi des aides financières pour des aides humaines. Elle a pu bénéficier progressivement de la carte de mobilité qui s'appelle maintenant carte de mobilité pour les personnes qui doivent aller dans des files d'attente d'hypermarché, ne pas attendre trop longtemps ou avoir une place pour pouvoir s'asseoir dans les transports en commun. Comme j'étais en infection longue durée, je n'ai rien payé. Tout n'est pas couvert par le 100%. Par exemple, le forfait hospitalier, le forfait journalier qui est 20 € par jour n'est pas couvert par le 100%. D'où l'importance aussi d'avoir une mutuelle pour la prise en charge, par exemple, des frais hospitaliers qui ne sont pas toujours pris en charge par le 100%. Au niveau psychologique, la nouvelle était un petit peu difficile à avaler. Donc je me suis dit, faut que je fasse faut que j'aille voir un psy, quoi. On m'a conseillé une association qui s'appelle Access, et cette association paye 10 séances de psy. On essaye de faire un accompagnement personnalisé. Un patient âgé, c'est pas les mêmes problématiques qu'une personne plus jeune. Une personne qui a un travail, c'est pas les mêmes problématiques qu'une personne qui n'a pas de travail. Donc les besoins peuvent être divers et variés. Je suis en arrêt maladie depuis 1 an et demi. Je vais reprendre le travail dans 2 jours, un mi-temps thérapeutique. Je n'ai pas vu de médecin du travail, j'ai vu mon médecin. J'ai discuté avec lui par rapport à la fatigue, aux douleurs, et on a mis ensemble un plan de reprise. J'ai eu 6 mois plus 6 mois de congé, et après j'ai repris à mi-temps pendant 6 mois. Ce mi-temps m'a beaucoup aidé parce que c'était en plein milieu d'année, j'ai eu peu de classes à gérer, et comme j'étais encore très fatiguée, ça a vraiment été un plus et j'ai pris confiance et du coup après j'ai repris à plein temps
en étant vraiment détendu. Il doit y avoir une assistante sociale dans chaque établissement hospitalier. Il ne faut pas hésiter à en parler à son médecin oncologue ou l'équipe soignante qui gravite autour de vous. Vous pouvez vous orienter aussi vers la mairie de votre commune qui pourra vous donner les coordonnées de l'assistante sociale de secteur qui pourra déjà faire une première évaluation de votre situation et vous orienter vers une assistante sociale compétente pour l'ouverture des droits. Et donc, Véronique Dou, assistante sociale, nous, on travaille au sein de la CARSAT sur le versant santé au travail. On accompagne les gens qui sont en arrêt maladie, donc le plus souvent les salariés ou les indépendants, dans la reconversion professionnelle, dans l'adaptation et le maintien au poste de travail. Donc Véronique Douot, donc collègue de Mathilde. Donc le service social de l'assurance maladie dont on dépend. Donc on est un service social spécialisé, comme l'a dit Mathilde, dans l'accompagnement des personnes qui ont une problématique de santé et dans toutes les difficultés qui peuvent découler de cette problématique de santé. Donc à la fois effectivement le retour à l'emploi dont on a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais aussi toutes les conséquences financières, familiales. Voilà. Donc en tant qu'assistante sociale, nous, notre mission, c'est d'accueillir les personnes malades ou leurs familles, ou en même temps. Enfin voilà, ça peut être donc c'est en général au départ un entretien individuel pour prendre connaissance de la situation et voir ensemble, en fonction des priorités de la personne, les axes sur lesquels on va pouvoir accompagner la personne et la famille. On propose aussi des accompagnements collectifs sur certaines thématiques qui permettent à des malades de se rencontrer et d'échanger ensemble. Ça, en général, ça fonctionne assez bien aussi. Voilà, principalement. Peut-être préciser qu'on est un service régional. Du coup, il y a une unité dans chaque ville, enfin grande ville de la région. Et nous, en Loire-Atlantique, il y a 3 sites, donc un Saint-Nazaire, un Beaulieu et enfin Nantes, Beaulieu, et nous on est plus place Bretagne, et on fait aussi des permanences extérieures pour être au plus proche des assurés. Donc on se déplace jusqu'à Châteaubriand, Saint-Philbert, voilà. Et aussi préciser que donc nous c'est le régime général et les travailleurs indépendants, mais il y a aussi des équivalents, des homologues à la MSA ou au niveau de la fonction publique. Alors, comment est-ce qu'on fait appel à vous? Comment ça se passe au niveau mécanisme? Vous prenez le cas d'un patient qui a été diagnostiqué, qui commence son traitement. Quand est-ce que vous intervenez? Et comment est-ce qu'on vous active? On trouve votre numéro de téléphone dans les pages jaunes? Alors, nous, du coup, quand les gens sont en arrêt depuis plus de 90 jours, il y a un requêtage qui est fait par le service médical et les gens automatiquement ils reçoivent une vidéo. Avant c'était des réunions, mais du fait du Covid maintenant c'est une vidéo qui présente nos missions de service et il y a une mise à disposition. Voilà, le but de cette vidéo, c'est d'abord les informer sur leurs droits, du coup au niveau de la sécu, d'un point de vue financier, savoir tout ce qui peut être mis en place, et puis après, dans un second temps, leur dire aussi que on peut intervenir aussi au titre de la réinsertion professionnelle. Mais on s'était rendu compte qu'il y avait plein de gens qui méconnaissaient tous leurs droits, et on trouvait ça intéressant vraiment de tout leur réexpliquer en amont et de ce qui les accompagne. Et pour le mode d'entrée en contact vers notre service, donc vous pouvez directement nous contacter via le 3646. En fait, ça c'est le numéro de la Sécu. Et quand on vous demande de parler, vous dites service social et vous arrivez directement auprès d'une de nos secrétaires
qui peut prendre rendez-vous avec l'assistante sociale. Donc ça, c'est l'accès direct. Hein. Vous pouvez le faire en direct comme ça. Après, ça arrive aussi que des personnes soient orientées par leur médecin traitant, par aussi quelquefois le médecin conseil de la CPAM, en fait, quand il y a des convocations au niveau du service médical et que le médecin conseil, donc ça c'est dans le cadre d'un arrêt maladie prolongé ou quelquefois un passage en invalidité. Enfin, après, chaque cas est différent, mais quand le médecin conseil repère qu'il va y avoir une problématique sociale, avec l'accord de la personne, en fait, il nous transmet les coordonnées et nous, on reprend contact en fait, pour proposer un rendez-vous. Et alors, les modalités de rendez-vous, soit ça peut être un rendez-vous physique dans nos bureaux, dans un de nos lieux de permanence, on est partout sur le département, soit ça peut être un premier contact par téléphone pour les personnes qui préfèrent, ou on peut aussi se déplacer à domicile en fonction de la fatigabilité de chacun, des capacités de déplacement. Voilà. Donc après, voilà, si là aujourd'hui, pour les personnes qui auraient besoin d'une rencontre avec une assistante sociale, vous pouvez directement via le 3646 faire appel à nous. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Est-ce que la protection est équivalente, quel que soit le régime auquel on s'adresse, entre le public, entre la CARSAT pour les travailleurs indépendants, la MSA pour les salariés du secteur agricole, etc. Est-ce que tout le monde s'y retrouve de la même manière, en fait? Parce que quand on discute avec nos patients et qu'on informe du diagnostic de myélome, c'est déjà compliqué. Et il va y avoir la signature de l'affection de longue durée, de l'ALD, hein, qui, bien entendu, fait en sorte que, comme on le disait dans le reportage, les soins, l'intégralité des soins est prise en charge, sauf le forfait hospitalier. Et quand on fait l'autogreffe, on va rester éventuellement 3 semaines hospitalisé, forfait hospitalier 20 € par jour, et certaines personnes se retrouvent d'emblée en difficulté assez vite, avec 600 € à payer, alors même que voilà, ils sont dans l'annonce du diagnostic, c'est compliqué, et puis c'est aussitôt l'arrêt de travail, l'angoisse de la perte d'un travail. C'est qu'est-ce que je vais faire pour... bon, certains patients sont jeunes, hein, sont encore en train de gérer leurs enfants, etc. etc. Et est-ce qu'en fait tout le monde s'y retrouve en termes de protection sociale d'un service à l'autre? Malheureusement, non. Puisque déjà rien que nous, au niveau des gens qui dépendent de la CPAM, il y a les salariés et les travailleurs indépendants. Et les travailleurs indépendants, en fonction de leur statut, s'ils sont auto-entrepreneurs, chefs d'entreprise, enfin, c'est pas du tout les mêmes droits. Et en plus de ça, donc, il y a les droits de la sécurité sociale, mais beaucoup de personnes ont aussi des prévoyances privées qui sont souvent payées par l'employeur. Et ça, c'est des contrats privés que les employeurs, enfin, c'est les employeurs qui décident. Et donc, nous, on a des gens qu'on accompagne qui soit ont simplement les indemnités journalières, donc en arrêt maladie, c'est que 50% des ressources. Et sinon, on a aussi des gens qui n'ont pas d'ouverture de droit. Alors, on a des possibilités, nous, au niveau de la sécurité sociale, il y a un fonds d'action sociale, une commission qui peut accorder des aides financières, donc soit pour la perte de salaire, mais aussi là, donc, le forfait journalier, enfin, pour des soins optiques, dentaires. Après, il y a tout ce qu'on peut dire, il y a tout ce qui est les aides aussi CAF, la MDPH, si ça en relève, Maison départementale des personnes handicapées, pardon. Et après, c'est demander aussi tout ce qui est, s'il n'y a pas de revenus de substitution, des revenus type le RSA ou autre. Mais c'est vrai qu'il y a une différence entre pour chacun, et c'est pour ça qu'on invite vraiment les gens à venir nous voir pour au moins déjà au départ faire un point et pour tout solliciter, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent, enfin il y a la prévoyance, mais aussi après il y a des assurances privées, de crédit ou autres, et il y a quand même plusieurs dispositifs qu'on peut faire. C'est vrai qu'effectivement, il peut y avoir de grosses différences de protection. Et donc, comme disait Mathilde, c'est important
le plus tôt possible, je pense, de bien vous renseigner sur l'ensemble des possibilités qui peuvent vous être offertes au niveau aide. Et alors, tout ce qui est déjà droit de base, parce que quand on n'a jamais été confronté auparavant à un problème de santé important qui entraîne une baisse de ressources, il existe quelquefois beaucoup de dispositifs dont on n'a pas forcément connaissance. Et donc ensuite, au cas par cas, on peut être amené à vous aider pour solliciter différents types d'aides, mais ça c'est vraiment du sur-mesure. Donc chaque situation est différente en fonction du contexte familial, du contexte professionnel. Effectivement, est-ce qu'il y a des droits qui sont prévus dans l'entreprise ou non? Enfin voilà. Donc là tout à l'heure, je donnais les coordonnées de notre service donc à l'intérieur de la Sécu, mais dans la vidéo on voyait aussi l'assistante sociale qui expliquait que normalement dans tous les établissements hospitaliers, vous avez une assistante sociale que vous pouvez demander à rencontrer. Donc ça c'est en général elle peut intervenir que dans le cadre d'une hospitalisation, mais voilà, il y a aussi les assistantes sociales qui dépendent des mairies. Enfin, il y en a elles vont avoir des spécialités différentes, mais en général, on partage quand même globalement la connaissance des droits. On travaille en réseau, donc on ne peut que vous inviter à aller vous renseigner le plus tôt possible pour ne pas ne pas accentuer des difficultés alors qu'il pourrait y avoir des choses possibles pour vous aider. Il y avait une question à droite là-bas. Oui, dans la vidéo, là, la dame parle d'une carte de mobilité. Il y a carte stationnement. Est-ce que vous pouvez expliquer comment, pour les gens qui en ont besoin, on se procure ces cartes? Alors là, ça s'appelle la carte mobilité inclusion. C'est au niveau de la maison départementale des personnes handicapées. Et donc il faut remplir le dossier. Il y a une partie médicale qui est remplie par un médecin et une partie administrative. Et donc il y a 3 cartes mobilité inclusion. Il y en a une pour le stationnement. Donc ça c'est une carte de stationnement quand le périmètre de marche est réduit. Et après il y a la carte mobilité inclusion, soit priorité ou invalidité. Et alors, la différence entre les deux, si vous voulez, c'est en fonction du taux de handicap qui est décidé par la maison départementale des personnes handicapées. Donc, si le taux est inférieur à 80%, on a une carte de priorité, donc qui donne, par exemple, accès aux places assises dans un bus. Du coup, les files d'attente, voilà. La carte d'invalidité, elle va donner des droits, donc c'est pour les personnes supérieures à 80%. Au niveau de la MDPH, elle va donner des droits en plus d'un point de vue fiscal. Certaines réductions aussi dans plusieurs institutions, je pense notamment à la TAN. Enfin, voilà. Je voulais vous poser la question au niveau de l'AF3M. Est-ce que vous avez des documents, des brochures d'information justement sur la partie sociale, accompagnement? Parce qu'effectivement, on s'aperçoit que certains patients, comme vous le disiez, madame, ne sont pas du tout, quand on n'a jamais été malade ou confronté à quelque chose de brutal et de traitement nécessaire assez rapidement, c'est un petit peu la double peine, quoi. On prend le diagnostic sur la tête, avec tout ce qui s'ensuit en termes d'explication, d'être brutalement coupé du monde du travail. Initialement, dans les traitements d'attaque, d'induction, pour les patients qui sont en activité professionnelle, on est quand même en arrêt de travail pendant une petite période. Voilà. Et donc, c'est un peu la double peine, parce qu'il y a toutes les informations sur la maladie, et puis en plus, il va falloir gérer ce dossier social particulier, parce que quand on se retrouve simplement avec des indemnités journalières qui sont la moitié du salaire en pratique, on se retrouve vite dans des difficultés sociales. Tout le monde ne gagne pas 10 000 euros par mois, etc. etc. Et donc, est-ce que vous, de votre côté, à la F3M, vous avez anticipé tout ça pour que les patients pensent tout de suite à faire des démarches vers une assistante sociale? Il est vrai qu'à l'hôpital, il y a une assistante sociale qui peut intervenir rapidement dès la première hospitalisation ou l'hôpital de jour également, parce qu'elle passe beaucoup en hôpital de jour. Mais malheureusement, le nombre d'assistantes sociales n'est pas si important que ça, et l'ouverture d'un dossier, etc., peut prendre, en tout cas le premier contact peut prendre un petit peu de temps.
Alors, on a distribué à tout le monde tout à l'heure une pochette, et dans la pochette, il y a un hors-série aide et droit, où il y a toutes les informations qui sont en partie résumées, hein, pour savoir où se diriger, qui aller voir, etc. Mais vous aviez parlé, mesdames, que vous étiez régionales. Il y a aussi dans chaque département des assistantes sociales? Oui, en fait, il y a, pour les plus proches, il y a un site à Angers, un site à Cholet, un site à La Roche-sur-Yon. Et elle, en fait, de la même manière, elle se déplace en fait, sur des lieux de permanence. Généralement, on essaie d'être au max à 20 km du domicile des assurés. Après, pour répondre aussi à la question, nous, on a des flyers. Je pourrais vous en transmettre pour présenter nos missions et puis surtout faire connaître nos services. Voilà. Alors, ça dépend des sites. Ça dépend vraiment des sites. Du coup, nous, en Loire-Atlantique, il y en avait, mais ils sont partis. Donc là, on est entre femmes, mais sinon, il y a des hommes. Oui, pas de souci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, je propose de passer à la vidéo suivante. Vas-y, oui. Juste une remarque au niveau de la CPAM. J'ai eu un besoin, en fin de compte, et j'ai essayé de faire le 36-46, j'ai réussi à faire. Par contre, je suis resté des heures après à attendre un interlocuteur. Est-ce que, parce que du coup, c'est un numéro unique, mais nous, pour sortir de la plateforme, quand à un moment donné, on vous demande d'exprimer votre demande, et là, il faut dire service social. Là, vous quittez la plateforme et vous tombez sur les secrétaires sociales. Mais si vous ne dites pas de service social, en fait, vous tombez sur la plateforme de la CPAM. Et donc, effectivement, là, actuellement, le délai d'attente est d'environ une demi-heure. D'accord. J'ignorais que c'était spécial. On peut dire... Donc, on peut dire 36-46, service social. Ouais. Après, très honnêtement, on aimerait qu'ils répondent plus rapidement, mais malheureusement, ils sont en déficit de personnel, quoi. C'est ça. J'ai une petite question. Lors de votre présentation du service social, je suis ici, là, voilà, derrière la télé. Et donc, vous avez parlé que vous étiez, enfin, il y avait des assistantes sociales plus ou moins spécialisées selon le secteur d'activité. Alors, vous avez parlé salariés, fonction publique, et voilà, c'est-à-dire que vous avez des spécialisations au sein de votre service, ou des personnes qui répondent plus selon le milieu de travail, d'où vient la personne? Oui, alors en fait, nous, donc Mathilde et moi, on relève du service social de l'assurance maladie. Hein, donc là, en fait, c'est la sécurité sociale des salariés du secteur privé et des travailleurs indépendants. Ensuite, au niveau de la MSA, pour les professions agricoles, il y a aussi des assistantes sociales. On a parlé aussi, dans la vidéo, là, ont été évoquées, donc il y a les assistantes sociales hospitalières qui elles donc, sont dans les établissements hospitaliers. Ensuite, il y a les assistantes sociales de secteur, donc ça, c'est celles qui dépendent des départements. Et donc, chacune a... alors, comment expliquer? Les assistantes sociales de secteur, ça correspond un peu aux médecins généralistes, en fait. C'est les généralistes du social. Et quand on travaille comme nous dans un service social spécialisé en santé, le public qu'on accueille, ce sont que des personnes qui ont des problèmes de santé. Les assistantes sociales de secteur vont accueillir... en fait, c'est tout public, toute problématique. Donc, ce n'est pas forcément des gens qui ont un problème de santé, mais il peut y avoir des problèmes de logement, des problèmes financiers, des problèmes familiaux. Donc, effectivement, le métier d'assistante sociale va être globalement le même, c'est-à-dire accueillir les personnes, les informer sur leurs droits, les accompagner dans les démarches, écouter, soutenir aussi sur le plan psychologique. Donc ça, c'est le cœur du métier qui est partagé, quelle que soit l'institution dans laquelle on travaille. Mais ensuite, le cadre de nos missions est défini par notre institution employeur, en fait. Alors, je ne sais pas si ça répond suffisamment clairement à votre question.
Oui, alors au niveau de la fonction publique, il y a aussi, alors après fonction publique territoriale, enfin il y a plusieurs niveaux de fonction publique. Il va y avoir des assistantes sociales spécialisées dans certains centres de gestion aussi. Donc si c'est votre cas et si vous avez, alors c'est pas forcément simple d'y accéder. Après, si vous arrivez à rencontrer une assistante sociale, même qui ne relève pas spécifiquement de votre situation, nous, comme on a des carnets d'adresses, on peut vous mettre en lien ensuite avec la personne qui pourra répondre spécifiquement à vos questions. Parce que, par exemple, nous, en tant qu'assistante sociale des salariés et travailleurs indépendants, quand on a des personnes de la fonction publique qu'on reçoit, tout à l'heure, on parlait de l'affection longue durée, ça c'est pour les salariés du privé. Pour les fonctionnaires, ça va être les congés grave maladie ou les congés longue maladie. Et du coup, les modalités de prise en charge ne sont pas les mêmes au niveau de la durée du congé maladie, au niveau de l'indemnisation. Voilà, c'est des choses très spécifiques où nous, on n'est pas forcément compétente sur ces questions-là. Donc du coup, on réoriente vers l'assistante sociale qui va pouvoir répondre précisément aux questions. Autre question? Je propose de passer à la vidéo suivante. On ne sait pas toujours effectivement qu'on peut avoir le droit à certaines aides, par exemple des assistantes au niveau de la vie quotidienne par les organismes de prévoyance. Ce qui était important surtout, c'était pour moi de retrouver du travail. Parce qu'au bout de 2 ans, voire 3 ans d'arrêt de travail, il était important pour moi de retrouver une activité. Benoît étant en traitement, effectivement, je me suis occupée de toute cette partie un petit peu administrative de gestion de son dossier. Pour les personnes en arrêt maladie, en fonction de leur situation, il faut qu'ils prennent contact avec une assistante sociale auprès de l'assurance maladie, puisque en fait on peut solliciter différentes institutions. Dans un premier temps, il y a tout ce qui est CPAM, CAF, CARSAT. Après, on peut solliciter une demande de prestation de compensation du handicap auprès de la MDPH. Et en dernier lieu, au cas par cas et avec une évaluation sociale, on peut solliciter tout ce qui est association, notamment la Ligue contre le cancer ou autre. J'ai repris le travail il y a très peu de temps, il y a 3 semaines, là, début juin 2022, après une rechute. Sur ma première reprise de travail, j'avais arrêté le traitement depuis 6 mois. Là, je reprends le travail en continuant le traitement que je suis actuellement. Alors, les autres possibilités qui s'offrent à lui sont notamment dans le cadre d'une difficulté de reprise de travail. C'est notamment de prendre rendez-vous auprès de l'assurance maladie, voir les possibilités et les orientations possibles par rapport à ses difficultés de santé. Dans un deuxième temps, prendre rendez-vous auprès de la médecine du travail, qu'elle puisse évaluer les capacités de travail de la personne. Il y a la possibilité aussi de faire une demande auprès de la MDPH, notamment la reconnaissance de la qualité de travail handicapé, qui permet des fois le maintien dans l'emploi ou au contraire de l'accompagner sur une reconversion professionnelle. Vu que mon mari était en activité, via l'organisme de prévoyance auquel il cotisait par son entreprise, ça nous ouvrait le droit à des heures de ménage à domicile, qui étaient complètement prises en charge par la prévoyance de l'entreprise. Tout le dossier MDPH, en fait, je l'ai fait lors de mes traitements en 2017. Ça reste un outil à disposition si malheureusement ma situation de santé venait à s'empirer. Auprès de la MDPH, on peut faire toutes les demandes liées au handicap, qui concernent plus particulièrement vos assurés. Il y a l'allocation adulte handicapé, qui est du coup un revenu de substitution. L'autre prestation, c'est la prestation de compensation du handicap. Ce qui est important, le message aujourd'hui, par rapport au travail, ça nous permet d'oublier un petit peu notre maladie. C'est aussi une sorte de thérapie quelque part. Donc on s'occupe l'esprit, on pense à autre chose, et là c'est tout bénéfice. Cette vidéo a été tournée à Nantes. Vous avez déjà pu voir certains intervenants qui sont dans la salle, aussi sur scène ici. Allez-y, allez-y. Je suis désolée parce que, il y a eu des coupes. Ce que je voulais et ce que je trouvais très important quand même de vous dire, c'est que
Le premier droit à solliciter, c'est l'arrêt maladie et tout ce qui est droit sécu, puisque c'est des droits auxquels vous avez cotisé. Et après, dans un second temps, arrive tout ce qui est droit CAF ou droit type maison départementale des personnes handicapées. La raison est que, si vous voulez, pour la retraite, notamment tout ce qui est les arrêts maladie, les pensions d'invalidité ou autres, ça valide des trimestres. Alors que tout ce qui est droit CAF, donc le RSA, l'allocation adulte handicapé, ça ne valide pas des trimestres pour la retraite. Voilà. Enfin, je trouve que c'est important de le dire quand même, parce que je n'étais pas sûre qu'on l'avait bien compris. Et après, donc, au niveau de la MDPH, c'est la Maison départementale des personnes handicapées, on peut solliciter toutes les demandes liées au handicap, qu'on soit enfant ou adulte, quel que soit le type de handicap. Donc c'est vrai que c'est un dossier assez lourd, qui n'est pas forcément évident. Donc nous, on est vraiment là pour vous accompagner à le remplir. On peut solliciter, entre autres, donc l'allocation adulte handicapé, la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé et puis les cartes mobilité inclusion que je vous parlais tout à l'heure. Petite précision, mais je trouve que c'était important. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires ? J'avais juste un commentaire, parce que parfois je trouve que c'est des situations un peu difficiles où on remplit des dossiers pour MDPH. Et parfois c'est difficile. La plainte du patient va être par exemple une fatigue importante, il y a le poids des allers-retours à l'hôpital. Et en fait le dossier est quand même, je trouve, très centré sur le handicap. C'est écrit dessus, c'est vrai. Mais avec, est-ce que vous pouvez vous alimenter tout seul? Est-ce que vous avez besoin d'aide pour la toilette? Et parfois on se rend compte qu'on ne coche aucune des cases de handicap, alors que le patient est réellement fatigué avec un handicap lié à la fatigue. Et ça rentre... Je trouve qu'il y a parfois une discordance entre le handicap ressenti du patient et ce qui rentre dans les cases des documents. Oui, alors c'est vrai que le dossier en lui-même est très administratif, effectivement, c'est des croix dans les cases, et donc forcément ça ne peut pas refléter l'ensemble des situations. Donc nous, on conseille toujours aux personnes qui viennent nous voir, avec qui on complète ces dossiers-là, donc ça c'est, là vous parlez du volet médical en fait, si possible, c'est conseillé de joindre des copies de tous les comptes rendus médicaux. Parce que le dossier en lui-même n'est pas forcément représentatif. C'est un formulaire en fait, quoi. Donc il vaut mieux le compléter le plus possible, parce que plus le médecin de la MDPH aura des éléments précis sur la pathologie, plus il sera à même de prendre une décision sans avoir besoin de convoquer la personne, ce qui va accélérer le délai de traitement du dossier qui est déjà quand même entre 6 et 8 mois, donc il faut le savoir, c'est très très long. Donc quand en plus le dossier médical n'est pas suffisamment complet, ça peut retarder encore plus le passage en commission. Donc après, le volet administratif du dossier, c'est un peu... Alors il y a quelques pages où on a un peu... des pages un peu blanches pour expliquer la situation. Ça c'est pareil, il ne faut pas hésiter à expliciter, en plus des coches des cases à cocher, au niveau de la vie quotidienne, quels sont les impacts de la maladie, parce que plus le dossier est contextualisé, plus vous aurez des chances que vos demandes aboutissent. Et sinon, alors moi, pour préciser par rapport à aussi aller un peu plus loin sur ce point-là, c'est vrai que ce dossier-là, c'est pas forcément une étape simple, parce que effectivement, il y a ce mot handicap. Et on fait une demande de reconnaissance travailleur handicapé. Donc quand on aborde ces sujets-là, nous, ça peut générer des réactions. Ça peut être un peu violent. C'est des termes qui sont pas forcément faciles à prendre, à digérer. Ensuite, nous, lors de nos accompagnements, on explique bien aussi le sens de ces démarches-là. En fait, faire une demande de reconnaissance travailleur handicapé, on peut avoir a priori l'impression qu'on va être mis dans une case avec l'étiquette handicap. En fait, il faut bien comprendre en quoi ça peut vous aider dans votre parcours, parce que ça peut être le sésame qui va vous aider à faire une reprise d'emploi progressive sur un poste adapté. Parce que si vous avez un emploi chez un employeur, le fait d'avoir la reconnaissance travailleur handicapé, l'employeur peut demander des aides financières pour adapter un poste de travail, par exemple, pour vous permettre une reprise de travail plus douce. Parce que quand on a été en arrêt pendant longtemps, la fatigabilité liée au traitement,
la reprise de travail, c'est quelque chose qui se prépare pour que ça se passe bien. Il y avait une personne dans le film là, qui expliquait que le facteur psychologique de la reprise de travail, c'est énorme. Ça fait aussi partie, c'est aussi thérapeutique, ça fait aussi partie. On commence à, voilà, on reprend la vie normale, mais pour que ça se passe dans les meilleures conditions, il faut que les choses soient préparées. Et le fait de passer par la reconnaissance travailleur handicapé, dans certains cas, je ne généralise pas non plus, parce que comme je disais, il faut voir au cas par cas, mais dans certains cas, ça peut soit vous permettre de reprendre sur un poste adapté, soit vous permettre, quand le métier que vous occupiez auparavant n'est plus du tout compatible avec votre état de santé actuel, en fonction de votre âge et de vos souhaits, de travailler sur des projets de reconversion professionnelle. Donc cette reconnaissance travailleur handicapé, elle peut vous permettre d'accéder à des dispositifs d'aide à la reconversion qui sont entièrement financés par l'assurance maladie, la GFIP et d'autres institutions. Donc pour vous, c'est entièrement gratuit, entièrement pris en charge. Et donc c'est des dispositifs d'accompagnement pour certains qui ne sont accessibles que grâce à la reconnaissance travailleur handicapé. Donc il faut aller au-delà de ce vocable qui peut être un peu brutal et voir que ça peut être une vraie carte à jouer en fait dans la suite du parcours. Donc nous, c'est tous ces éléments-là qu'on explicite dans nos accompagnements pour essayer aussi de démystifier les choses et puis d'aider à avancer. Alors moi, je voulais demander au niveau de la pension d'invalidité, est-ce qu'on peut dire en fonction de la maladie, est-ce que le myélome, par exemple, donnerait droit à une pension d'invalidité de catégorie 2 ? Ou est-ce que ce n'est que les signes cliniques de la maladie qui font qu'on va être en catégorie 1, catégorie 2, sachant qu'en 1 et 2, on peut travailler. Voilà. En fait, donc la pension d'invalidité, elle arrive le plus généralement à la suite d'un arrêt maladie quand il y a une capacité de travail atteinte. La catégorie, elle est décidée par le médecin conseil de la sécurité sociale et c'est en fonction de l'état de santé. Donc c'est pas une pathologie qui va dire on est en catégorie 2, c'est plus justement la capacité de travail atteinte. Et alors effectivement, après, quelle que soit la catégorie, vous avez le droit de travailler, soit à temps partiel, ou même des fois il y a des personnes qui travaillent, qui reprennent à temps plein par la suite, mais vous avez le droit de travailler bien sûr. Est-ce que vous pouvez expliquer les délais, parce que quand on est en indemnité journalière, il y a un certain délai avant de passer en invalidité. Et donc, il faut anticiper, mon médecin va anticiper, parce qu'il y a 6 mois d'attente. Est-ce que vous connaissez les délais Alors, la pension d'invalidité, quand on est en indemnité journalière. Ouais. Alors en fait, parce que ça a changé. Quand on est en arrêt maladie, à la fin de l'arrêt, quand l'état est stabilisé, soit vous avez une convocation par le médecin conseil, et donc le médecin conseil vous valide un passage en pension d'invalidité. Par contre, la personne peut également faire la demande, soit via l'aide du médecin traitant ou en envoyant le formulaire. Par contre, on les envoie, le service médical les a. Avant, les gens allaient être convoqués dans les 2 mois. Maintenant, malheureusement, comme ils sont sous-effectifs, ils convoquent plus tardivement. Voilà. Et des fois, donc c'est comme l'arrêt maladie dure maximum 3 ans, des fois, c'est aux 3 ans d'arrêt qu'ils vont convoquer. Et il faut le savoir. Donc, il vaut mieux anticiper. Faut anticiper, mais on n'est pas à l'abri qu'au bout des 3 ans... Donc, dans ces cas-là, nous, on fait le lien avec le médical pour leur rappeler. Normalement, ils ont des requêtes, mais bon, ils sont 6 au lieu de 15 là, actuellement, donc c'est pas simple pour eux non plus. Je vais apporter une petite précision aussi par rapport à ce délai, parce que en fait, le délai du temps en arrêt maladie avant de passer en invalidité, c'est pas une notion qui relève de l'administratif, c'est vraiment des critères médicaux. Et comme le disait Mathilde tout à l'heure, pour pouvoir bénéficier entre guillemets, pour relever d'une pension d'invalidité, il y a à la fois
le critère de diminution globale de la capacité de travail, mais il y a aussi la notion de stabilisation de l'état de santé. C'est-à-dire que d'une personne à l'autre, le délai de passage en invalidité peut être très différent parce que ça relève de cette notion de stabilisation. Donc une personne pour laquelle il y a encore des traitements en cours, pour lequel l'état n'est pas du tout stabilisé, un arrêt maladie, sur le plan administratif, il peut durer jusqu'à 3 ans. Et dans certains cas, quand l'état n'est pas stabilisé au long de ces 3 ans, la personne, elle peut être 3 ans en arrêt avant que le médecin conseil de la sécurité sociale estime qu'il va y avoir un passage en invalidité. Parce que dans ce cas-là, en fait, en gros, au-delà des 3 ans, comme là c'est le délai maxi, il n'y a plus le choix. C'est-à-dire que si la personne n'est pas guérie ou que la capacité de travail est toujours réduite à ce moment-là, là, de fait, il y aura un passage en invalidité. Mais cette décision-là, elle peut être prise par le médecin conseil à n'importe quel moment de l'arrêt. Ça va vraiment dépendre de quand l'état se stabilise et que la fin de l'arrêt est envisageable. Dans ce cas-là, le passage en invalidité peut aussi permettre le retour à l'emploi. Parce que, comme on l'expliquait tout à l'heure, c'est tout à fait possible de travailler en parallèle d'une pension d'invalidité. Quand on est en arrêt de travail, on ne peut pas travailler. Enfin, ça, c'est de fait. L'arrêt de travail, c'est une suspension du contrat de travail. Mais par contre, l'invalidité, comme elle intervient à la fin de l'arrêt, ça veut dire que là, il y a une reprise possible d'activité professionnelle. Et en fonction de si c'est une première ou une deuxième catégorie, là, ça correspond à des... on va dire à une incapacité de travail plus ou moins importante. Donc du coup, vous pourrez travailler un nombre d'heures plus ou moins important, mais en tout cas, c'est possible à ce moment-là, en fait. Donc, vous voyez, comme l'invalidité arrive au moment où la reprise du travail est envisageable, donc il faut qu'il y ait une relative stabilisation de l'état de santé. Donc c'est compliqué. Vous voyez, on ne peut pas répondre comme ça, au bout de combien de temps on passe en invalidité. C'est vraiment au cas par cas. C'est vrai que c'est un outil quand même très intéressant pour reprendre du coup sur un poste adapté. Ça permet de travailler avec une réduction du temps de travail et d'avoir un complément de ressources de la sécurité sociale. Donc c'est un vrai outil. En pratique, on a des patients qui arrivent à 60, 61, 62 ans et qui vont être en arrêt de travail. Ils ne perdent pas de droit à la retraite. Ça, c'est très important. Dès l'instant où il y a une affection de longue durée ou un congé de longue maladie qui est signé sur un plan médical, on a pendant 3 ans, en fait, si l'arrêt dure 3 ans, et en fait, nous, on le prolonge dès lors que le patient en a besoin, pendant 3 ans, on ne perd pas de trimestre. Et ça, c'est aussi, bon, ce sont des petites choses que... Alors, je ne suis pas sûr que tous les médecins soient au courant de ça, mais... souvent non. Enfin, bon. Mais en tout cas, nous aussi, on a ces questionnements-là. Les patients nous posent des questions. Qu'est-ce que je vais devenir sur un plan professionnel? Alors bien sûr, à l'hôpital, on va adresser très vite vers une assistante sociale. Mais voilà, je pense que c'est important aussi au niveau de votre association que vous puissiez bien être informé de ça pour rassurer des patients quand vous êtes dans vos réunions de discussion de patients. Je pense que c'est vraiment important, surtout compte tenu de l'âge du myélome. Quelque part, c'est rassurant de dire, voilà, j'ai un myélome, j'ai 61 ans, est-ce que je ne perds pas de trimestre? Ben non, vous pourrez être à la retraite et toucher votre retraite. Ne se posera même pas la question de l'allocation handicap, etc. derrière, puisque vous enchaînerez sur un arrêt de travail et puis ensuite votre retraite telle qu'elle était prévue. Alors ça, alors c'est terrible d'avoir un myélome, etc. Mais je pense qu'en France, on est quand même extrêmement favorisé, parce que pour voyager un peu dans le monde entier avec Cyril, on voit des situations dans d'autres pays qui sont absolument dramatiques, hein, pour le prix, le remboursement des médicaments, pour la prise en charge sociale d'un accompagnement. C'est sûr que on perd souvent en termes de salaire, etc. Mais il y a quand même un accompagnement qui existe, qui est très important, et je pense que les gens sont plutôt bienveillants dans le domaine social vis-à-vis des malades porteurs de myélome. Mais dans certains pays, les familles vendent leur maison, etc., tout ce qu'ils ont pour pouvoir avoir des traitements. Je pense qu'il faut garder quand même ça en tête. Notre système de protection sociale reste extrêmement performant à l'heure actuelle. Je confirme. Ayant vécu longtemps à l'étranger. Je propose de passer à la vidéo suivante qui traite à peu près la même problématique.
Après 5 ans de longue maladie, j'ai pu accéder à une pension civile d'invalidité. Bonjour, je m'appelle Rémi Carrière, je suis en activité, fonctionnaire, agent du conseil départemental de la Haute-Garonne. Je travaille à temps partiel à 80%. Mon souhait, c'est de travailler à temps partiel à 90% prochainement. Entre mon domicile et mon travail, j'ai à peu près 2 heures aller-retour de transport. Ce sont de longues journées de travail quand même. Et suite au myélome, je trouve quand même une fatigue. Je m'appelle Anne-Marie, j'ai 63 ans. J'ai été diagnostiquée en 2009 pour un myélome multiple à l'âge de 50 ans. J'étais en activité à cette époque-là. Je suis passée d'un traitement à un autre sans vraiment de rémission. Je n'ai donc pas pu reprendre mon travail. Bonjour, je m'appelle Gilles Guillerme Lambert et j'ai 61 ans. J'ai été diagnostiqué il y a à peu près 2 ans. J'ai bénéficié d'une autogreffe. Maintenant, je suis en séquence d'entretien avec du Revlimid. J'ai souhaité donc contracter un prêt bancaire parce qu'on voulait déménager et j'ai rencontré beaucoup de difficultés avec mes interlocuteurs bancaires. J'ai dit que j'avais un cancer du sang, un myélome multiple. Ils nous ont dit que c'est l'assurance qui va plutôt poser des difficultés. Ma femme a pu être assurée, mais pas moi. Je n'ai pas obtenu d'assurance pour mon prêt bancaire. Après 5 ans de longue maladie, j'ai pu accéder à une pension civile d'invalidité. Ça m'a été proposé par le service du personnel de mon entreprise et après, j'ai monté le dossier avec l'assistante sociale de secteur. Je n'ai pas eu droit à des aides ménagères. Mon revenu additionné à celui de mon mari était trop élevé pour avoir des aides, donc je les ai payés sur mes propres deniers. La pension d'invalidité, c'est obtenu par mon employeur. Pour la MDPH, je ne perçois absolument rien. Pour bénéficier de la RQTH, je dirais qu'au départ, j'ai eu un petit peu de chance quand même. J'ai eu l'information par l'assistante sociale de mon entreprise. Quand ils ont su que j'étais en arrêt longue maladie, on m'a recommandé d'instruire le dossier. Au bout de 5 mois, la MDPH m'a répondu avec un classement donc, de reconnaissance de travailleurs handicapés, avec également le bénéfice de l'obligation de travailleurs handicapés pour les entreprises. J'ai eu la carte mobilité inclusion validité ainsi que la carte mobilité stationnement. Moi, j'aurais une petite question, je ne sais pas qui l'adresser. Le retour au travail, donc que ce soit en activité partielle ou totale ou en poste aménagé, est-ce que vous avez des cas où des entreprises sont hésitantes parce qu'elles peuvent argumenter que leur organisation ne leur permet pas d'adapter ce genre de demande? Comment ça se passe? Oui, alors en fait, sur ces questions-là, nous on travaille en lien avec les médecins du travail qui, lorsqu'il y a eu une absence de longue durée, il y a une visite de reprise en fait pour déterminer si la personne est apte à reprendre son poste ou non. Et donc, en général, en amont, le médecin du travail peut rencontrer la personne qui est en arrêt maladie prolongée et faire un travail préparatoire avec l'entreprise pour préparer justement cette reprise sur un rythme adapté ou un poste aménagé. Après, évidemment, en fonction des contextes, c'est possible ou c'est pas possible. Alors, ça dépend bien sûr de la configuration de l'entreprise, parce que quelquefois, nous, dans la majeure partie des cas, le scénario idéal, c'est quand la personne peut reprendre le poste quand elle le souhaite, le poste qu'elle avait avant son arrêt. Quelquefois, ça, c'est pas possible, mais on peut envisager un reclassement interne à un autre poste de l'entreprise, dans un autre service. Mais ça, c'est quand c'est des entreprises qui ont suffisamment de postes à proposer. Et c'est vrai qu'en définitive, quand ça, c'est pas possible, quand... parfois, il y a aussi une frilosité de l'employeur, effectivement, il ne faut pas le cacher. Enfin, là, on voit vraiment toute configuration, parce qu'il y a vraiment des employeurs qui sont très, très aidants et qui ont vraiment la volonté de réintégrer leur personnel. Et puis, bon, bah, voilà, il y en a d'autres, ce n'est pas le cas. Donc, quand il n'y a aucune possibilité de reprise à aucun poste dans l'entreprise, dans ce cas-là, c'est malheureusement, dans certains cas, on s'achemine vers un licenciement pour inaptitude au travail.
Et dans ce cas-là, on en revient à ce que j'évoquais tout à l'heure. Quand on sait qu'il y a un licenciement pour inaptitude qui va advenir, nous, on essaye de travailler bien en amont avec le médecin du travail, avec le médecin traitant et les différents organismes de la Sécu pour travailler avec la personne sur son avenir professionnel. Puisque le retour dans cette entreprise-là n'est pas possible, qu'est-ce qui serait possible ? Et donc là, on travaille à la fois avec les avis médicaux pour savoir qu'est-ce qui est faisable en fonction de l'état de santé de la personne. La personne elle-même, ce qu'elle souhaite, parce que finalement, quelquefois, il y a aussi des envies de changer de contexte professionnel. Et donc, dans ce cas-là, on peut travailler sur des projets de reconversion. Donc ça arrive aussi. C'est les différents cas de figure. Et après, je voulais juste aussi repréciser par rapport à juste le dernier point qu'on a abordé avant la vidéo, que quelquefois, quand on est, si vous êtes un peu en fin de carrière, 59, 60 et plus, et on sait que l'arrêt de travail va se prolonger, nous, on essaye au maximum justement de sécuriser les parcours pour qu'il n'y ait pas de rupture de ressources et que les différents statuts administratifs s'emboîtent bien entre l'arrêt et éventuellement un petit passage en invalidité pour que ça aille jusqu'à l'âge de la retraite. Et c'est vrai que sur ces questions-là, on est quelquefois amené aussi à communiquer auprès des médecins traitants, parce que c'est vrai que ça, c'est notre salade interne à la Sécu. C'est quelquefois très compliqué de s'y retrouver. Donc, si vous sentez que votre médecin traitant, il ne sait pas trop jusqu'à quel moment prolonger l'arrêt, il ne faut pas hésiter non plus à nous solliciter, parce que nous, on peut se mettre en lien avec les médecins traitants pour voir avec eux qu'est-ce qui est le plus souhaitable possible pour que la personne ne se retrouve pas sans rien, avec une rupture de ressources à quelques mois de la retraite. Donc ça, on fait ce travail aussi en lien avec les différents médecins. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques dans la salle ? J'ai une question. Est-ce que vous pouvez faire préciser, dans le cadre de ce que vous avez dit, professeur Moreau, sur le lien l'invalidité et la retraite ? Non, c'est à vous que je m'adresse. Pour l'invalidité et la retraite. Donc, il n'y a pas de perte de... Alors, voilà. En fait, faites préciser ça, parce que c'est intéressant pour les gens qui sont concernés. Que ce soit l'arrêt maladie ou la pension d'invalidité, qui sont des prestations sécu, les trimestres sont validés. Alors, ils ne sont pas cotisés, ça veut dire qu'ils ne comptent pas dans le calcul des 25 meilleures années. Par contre, ils sont bien validés dans la durée de cotisation. Voilà. Donc là, on vous parle donc en législation actuelle, parce que d'ici quelques mois, on ne sait pas du tout ce que ça peut être. Mais en tout cas, effectivement, tous les trimestres pour lesquels vous êtes en maladie ou en invalidité, ça ne vous fait perdre aucun droit par rapport à la durée de cotisation, donc par rapport à la date de départ en retraite. Ça ne vous fait pas perdre de temps, en fait. Après, comme le disait Mathilde, là où ça peut avoir un impact, c'est que sur la pension d'invalidité, par exemple, sur ces périodes-là, vous ne cotisez pas pour la retraite. Donc ça veut dire qu'actuellement, comme la retraite, elle est calculée sur les 25 meilleures années de salaire de votre carrière, si vous terminez votre carrière en invalidité, et dans certains cas, quand on a eu une carrière un peu linéaire, c'est plutôt les années où on a les meilleurs salaires, c'est là où ça peut impacter. Parce que quand on travaille jusqu'à la fin, les dernières années sont souvent retenues dans le calcul des 25 meilleurs. Et s'il y a 1 an ou 2 d'invalidité en fin de carrière, là, ça peut être un peu pénalisant sur le montant en fait, de la retraite que vous percevrez après. Parce que dans le calcul, ils vont être obligés de remonter sur des années où vous aviez des salaires un peu inférieurs. Et donc le montant global de la retraite, là, peut être un peu pénalisé en fait, par la période d'invalidité. Mais pas sur le nombre de trimestres en fait. Oui, bonjour. Alors moi, c'est pas une question, c'est plutôt une information à destination éventuellement du public et des personnes ici présentes. En fait, moi, je travaille pour une association qui s'appelle Phytovictimes. On aide et on accompagne les professionnels qui sont victimes des pesticides à faire des démarches en maladie professionnelle. Et voilà, juste pour signaler que le myélome multiple, au niveau du régime agricole, est reconnu en maladie professionnelle depuis plusieurs années. Donc, en fonction des dossiers, si vous avez été exposé professionnellement aux pesticides,
sachez qu'il peut y avoir des droits, une reconnaissance de maladie professionnelle et puis une indemnité qui peut être perçue à vie. Voilà, donc s'il y a des personnes qui sont concernées, il ne faut pas hésiter à venir auprès de l'association. Nous, on vous accompagne jusqu'à ce que vous soyez indemnisé. Et on a une permanence, du coup, on est présent sur tout le territoire national, et on a une permanence à Cholet. Voilà, juste à titre informatif. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Donc, je propose qu'on aille sur le sujet suivant, qui est toujours lié au myélome et au travail. Donc, on va parler du Ciric Iliad. Bonjour, je m'appelle Cyril Touzeau et je suis hématologue au CHU de Nantes. Le diagnostic du myélome multiple chez un patient actif est souvent synonyme d'un arrêt transitoire de l'activité professionnelle. Il y a des situations qui sont très diverses selon les professions, selon les symptômes du patient, s'il y a des lésions osseuses qui vont rendre plus difficile la pratique d'une profession physique par exemple. Un accompagnement est souvent important. Ça peut être auprès de l'hématologue bien sûr, le médecin traitant. Les personnes importantes également, c'est l'assistante sociale et puis le médecin du travail est aussi un recours important pour discuter de la reprise. Je pense qu'il est important d'envisager la reprise du travail, mais quand c'est repris trop tôt et sur un rythme inadapté, le vécu peut être vraiment difficile. Et donc il faut reprendre dans de bonnes conditions, pas trop tôt, pas peut-être d'emblée à temps plein dans tous les cas de figure. Donc là vraiment ça se discute au cas par cas. Exemple de partenariat qu'on peut mener avec les patients, avec l'AF3M, on travaille sur un guide myélome et travail pour donner un peu les grandes aides possibles pour envisager la reprise du travail avec les personnes ressources sur cette thématique. Et puis autre exemple de partenariat avec l'entreprise, c'est l'initiative qui est menée en ce moment par Yves Rocklor dans le cadre de notre Ciric Iliad Nantes-Angers et qui vise à créer un réseau entre les soignants et puis les entreprises départementales pour sensibiliser à la reprise du travail après cancer. Dans le cadre du Ciric Iliad Nantes-Angers, on s'est intéressé à la reprise du travail des patients atteints de myélome. Et ce qui est intéressant sur notre étude qui a pris en compte environ 100 patients traités pour un myélome et qui travaillaient au moment du diagnostic de la pathologie, c'est que plus des 2/3 des patients ont pu reprendre une activité professionnelle. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça veut dire que les traitements sont efficaces et qu'on arrive à gommer la maladie suffisamment longtemps pour pouvoir envisager la reprise du travail et puis que la tolérance du traitement fait qu'on est capable de reprendre le travail. Et reprendre le travail, c'est important, pas pour le travail en lui-même forcément, mais parce que ça a une implication évidemment sociale importante et puis aussi financière. Et ce qu'on montrait dans ce travail, c'est que la reprise du travail, elle se fait avec certains changements par rapport à l'activité initiale pré-maladie, notamment une réduction du temps de travail significative et puis une réduction des apports financiers lors de la reprise du travail. Ce qui est intéressant, c'est de se comparer à des études plus anciennes et la dernière étude importante sur la reprise du travail après traitement d'un myélome datait d'une dizaine d'années et dans cette étude, moins d'un tiers des patients seulement pouvaient reprendre une activité professionnelle, ce qui illustre vraiment les progrès qui ont eu lieu dans le myélome au cours de ces dernières années. Mon conseil, c'est d'envisager assez rapidement la reprise du travail. Nos traitements à l'heure actuelle permettent d'obtenir une rémission de très bonne qualité pendant de nombreuses années. Et ça rend licite d'envisager rapidement, après la première phase intensive du traitement, la reprise du travail. Merci Cyril pour cette présentation. En fait, le Ciric, ça veut dire site intégré de recherche sur le cancer. C'est un label national en fait, qui a été obtenu par différents centres. Il y a 8 Ciric en France qui ont été labellisés par l'Institut national du cancer. C'est un concours qui est très très compétitif, qui a lieu tous les 5 ans. Et on a obtenu donc sur le site de Nantes et d'Angers ce site. On a travaillé ensemble. Il fallait proposer à l'INCa 3 programmes de recherche dans le domaine du cancer. Et nous, on a choisi 2 maladies, une maladie rare et une maladie fréquente. On a choisi le cancer du sein et on a choisi le myélome, parce que ce sont 2 maladies pour lesquelles les sites de Nantes et d'Angers sont experts. Et on a proposé 3 programmes de recherche. Un programme de recherche en imagerie, notamment avec le développement du PET scan dont on parlait tout à l'heure, les nouvelles techniques d'imagerie. Et on a fait certaines découvertes importantes, notamment la standardisation du PET scan. Tout le monde lit le PET scan de la même manière
en France dans le myélome à partir des travaux de Nantes. Le deuxième axe de travail, c'était sur la résistance des cellules tumorales. Pourquoi certaines cellules résistent au traitement, pourquoi d'autres vont mourir quand on les met au contact de traitement. Et puis, on a proposé un troisième axe de sciences humaines et sociales. Et on avait une expertise particulière d'Yves Roclor qui travaille à Angers sur le retour au travail. Donc notre but a été de faire des études, dont la thèse qui a été encadrée par Cyril sur la reprise du travail dans le myélome. Mais on essaye en ce moment de faire un modèle de prédiction de retour au travail, comme une espèce d'application que vous avez sur vos téléphones où, en fonction de l'âge, en fonction des signes, en fonction du niveau socio-économique, en fonction du travail, en fonction de la proximité ou pas d'une ville, d'un hôpital, il y a tout un tas de paramètres qui vont permettre de dire ce patient va reprendre assez facilement le travail et ce patient aura des difficultés à reprendre son travail. Et le but est d'aider ceux qui auront des difficultés à reprendre le travail, justement, à se réinsérer dans la vie professionnelle. Donc notre CIRIC, c'est 3 axes de travail. On a été financé pendant 5 ans. On a reçu 6 millions d'euros de la part de l'INCa, de la Direction Générale des Soins, la DGOS, et de l'INSERM. Et tout le travail du CIRIC nous a permis, grâce à des appels d'offres, etc., de lever 20 millions d'euros supplémentaires. Et tout cet argent a été aux chercheurs. Donc c'est un gros label. L'Institut Curie, l'Institut Gustave Roussy, l'IGR, le Centre anticancéreux de Lyon, etc. Il y a 8 sites en France qui ont un CIRIC. Et je dirais malheureusement, même si on a très bien travaillé, il faut qu'on reparte dans la compétition. Et là, on vient de redéposer un dossier pour essayer d'avoir la poursuite de notre label CIRIC entre 2023 et la fin de l'année 2027. Et on fait ce CIRIC obligatoirement. C'est porté par des chercheurs, porté par des universités et porté par les patients. Les patients, et la F3M fait partie de notre conseil scientifique et de notre conseil d'administration. Et le président de la F3M fait partie de notre conseil d'administration du CIRIC. Donc on a besoin du soutien des malades. Et l'association des malades cancer du sein, qui s'appelle Europadona, et la F3M participent à nos travaux et sont régulièrement impliqués dans nos travaux. Donc on est le seul CIRIC pour le moment qui travaillons sur le myélome. Et on repart dans une compétition difficile parce qu'il est possible qu'il y ait de meilleurs centres que nous sur les 8 centres qui vont être sélectionnés au niveau national. Nantangé, on travaille bien, mais la masse critique de chercheurs n'est pas si importante que ça. Si vous regardez Curie, Institut Gustave Roussy, Institut Paoli Calmette à Marseille, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Lille, tous ces centres sont en compétition. Rennes, Nantes-Angers, etc., etc. Donc la bagarre, elle va être un peu difficile. Et on passe devant un jury international au mois de décembre qui va dire oui ou non, on continue à vous soutenir dans votre démarche. Et ce serait dommage, en fait, que les travaux que l'on a initiés dans le CIRIC Nantes-Angers dans ces 5 dernières années s'arrêtent. Parce que si on n'a pas les financements, on ne pourra pas continuer tout ce travail important qu'on a fait, notamment dans le domaine du myélome. C'est pour ça qu'on a sollicité l'aide de votre président à travers une lettre qui a été jointe à notre dossier. Voilà. Quelque chose à rajouter? Vous avez tout dit dans la vidéo. Okay. À ce sujet-là, on a un petit flyer, un petit bouquin, qui est fait en coordination entre le CIRIC et Iliad et la F3M sur le guide du cancer et travail. Donc on n'en a pas disponible pour l'instant, on aura peut-être un ou des exemples. Donc il y en a un qui est là. Pour l'année prochaine. Je suppose. Ce qui est marqué sur la diapo, consultable, téléchargeable de fil, fonds documentaire de la F3M, et on peut le commander en version papier. Donc effectivement, il y en a une version là, que j'ai imprimée qui est consultable. C'est beaucoup d'adresses en fait pour qui contacter quand on a un problème, quand on a un cancer, parce que ce n'est pas uniquement myélome, quand on a un cancer et puis qu'on
travaille, qu'on veut continuer à travailler, qu'on veut arrêter de travailler, toutes les situations. Donc il y a toute une série d'adresses dans ce document, dans cette brochure. Je pense qu'ils peuvent être tout à fait utiles en complément de tout ce qui a été dit précédemment, qui était vraiment super, quoi. Toutes les précisions qu'on a eues sur le fonctionnement de ces aides et qui contacter, je trouve que ça va être immortalisé avec la vidéo, mais je pense que tout ce qui a été dit sera très utile par la suite, au-delà de notre réunion par la suite sur le site de la F3M. Donc on a parlé aussi du numéro hors série que vous voyez sur l'écran et que j'ai en main. Donc toujours pareil, spécialisé sur tout ce qui est lié autour des aides, support et du travail. J'ai un autre slide où la clé, c'est d'aller voir sur le site de l'association, puisque vous avez le lien avec toutes ces brochures. Question là-haut. Un micro. Oui, vous m'entendez. Pardon, c'est peut-être un peu prématuré rapidement. Si le CIRIC Nantes était reconduit, quelles seraient les éventuelles pistes des travaux à venir ? Alors effectivement, on est reparti sur un programme sur 5 ans et on a gardé 3 programmes de recherche, toujours un programme sciences humaines et sociales, toujours les 2 mêmes maladies, myélome et cancer du sein. Maintenant, le but du programme de sciences humaines et sociales, retour au travail, c'est de mettre en place au niveau de tout le territoire un réseau d'entreprises, que ce soit des grosses entreprises, mais aussi des TPE-PME, aussi des petites entreprises individuelles, pour que ces entreprises s'engagent à signer la charte en 13 points de l'INCA, qui est la charte de reprise du travail. Cette charte a été signée par le CHU de Nantes, le CHU d'Angers, l'Institut de cancérologie de l'Ouest, et de plus en plus, les CCI, les chambres de commerce et d'industrie, etc., sont derrière nous, la région est derrière nous, pour qu'on ait un réseau d'entreprises qui s'engagent dans la mesure du possible, à reprendre les patients à garder leur emploi, à protéger leur emploi, etc. Il y a aussi un travail qui est fait dans ce programme de recherche sur les inégalités socio-démographiques pour le traitement du cancer. On s'est aperçu que dans certains territoires, le diagnostic entre diagnostic du cancer et prise en charge est un petit peu plus long en fonction des classes sociales, etc. etc. Donc il y a tout un travail d'épidémiologie qui est fait pour essayer justement d'améliorer la rapidité de prise en charge, quel que soit le niveau social, quel que soit le village où on habite, etc. Ça, c'est un des axes de recherche. Et puis, il y a 2 axes de recherche qui sont très intégrés, qui sont très fondamentaux. On va beaucoup travailler sur les malades de haut risque. L'INCA a défini l'année dernière, l'INCA c'est l'Institut national du cancer, pour la première fois sa stratégie décennale. L'INCA jusqu'à présent travaillait de 5 ans en 5 ans, et vous voyez que c'était bien rythmé par les politiques, et donc qui nous gouvernaient ou pas. Maintenant on a une stratégie décennale, c'est-à-dire qu'on sait ce que l'INCA veut faire dans la recherche contre le cancer dans les 10 années à venir. Et un des chapitres importants de cette stratégie décennale, c'est travailler sur les cancers à haut risque ou sur les malades porteurs de haut risque dans leur cancer particulier. Et comme on le disait tout à l'heure, il y a 25% des malades porteurs de myélome qui sont des malades de haut risque, c'est-à-dire qui ont des caractéristiques de la maladie, parce que le myélome est une maladie très hétérogène. Certains patients vont vivre 20 ans, mais d'autres vont vivre beaucoup moins. Toute la maladie n'est pas exactement la même. Et donc, nous, on va se focaliser sur les 25% de patients qui sont à haut risque de rechute ou de non-réponse au traitement. Donc, on a bâti toute une série de travaux pour mieux comprendre la résistance de la cellule tumorale, essayer de prédire mieux les traitements qu'il faudra appliquer à tel ou tel malade en fonction d'anomalies chromosomiques, en fonction des gènes qui sont impliqués, en essayant de développer encore des traitements ciblés, en essayant de développer de nouveaux médicaments ou de nouvelles
type d'irradiation. On va travailler sur l'alpha-thérapie, qui est une modalité de radiothérapie totalement nouvelle, etc. Donc on a 3 programmes qui vont être évalués au mois de décembre prochain. Voilà. Et puis si l'année prochaine, on est là tous les deux, on sera là, j'espère, mais qu'on vous dit que le CIRIC continue, ce sera pour nous très, très, très important. Parce que on a actuellement à Nantes 3 équipes de recherche qui sont vraiment dédiées à la recherche sur le myélome. Et si on n'a pas le CIRIC, on sera en grande difficulté pour garder nos chercheurs, notamment les plus jeunes chercheurs, à continuer à les financer. Donc la décision, c'est qu'en décembre ? Décembre, c'est l'audition devant un jury international, et fin décembre, c'est début décembre, ça c'est le 6 et le 7. Tous les CIRIC, tous les candidats, il y a 16 candidats pour 8 places. On pourrait dire c'est finalement pas un taux de... C'est pas le taux de réussite de la première année de médecine, hein. Mais quand même, parce que quand on voit Institut Gustave Roussy, encore une fois l'Institut Curie, le Centre de Lyon, c'est sûr qu'ils vont être reçus parce qu'ils ont des masses critiques énormes, des nombres de chercheurs énormes, ils ont des gens qui ont le prix Nobel, etc. Nous, on est quand même un peu dans la deuxième partie, donc il va falloir qu'on se bagarre beaucoup pour être labellisé, et on le saura fin décembre. Vous souhaitez bonne chance. Je fais un peu de retape. Okay. L'association existe parce que vous êtes là pour nous aider. Donc n'hésitez pas à adhérer ou à faire des dons, ou les deux, sachant que c'est important puisque le travail qu'on a fait aujourd'hui, les publications, les MOOC, le site avec toutes les informations, c'est grâce à vos dons et grâce à vos adhésions. Donc, c'est important. Également, quelques dates. Donc, il y aura une nouvelle session pour les MOOC à partir du 16 novembre. Il y aura également les rencontres numériques du myélome qui auront lieu les 11 et 25 mars l'année prochaine, 2023. Et enfin, la Journée nationale du myélome. Donc cet événement-là, l'année prochaine, est programmé pour le 14 octobre. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur le site de l'association. J'essaie d'être à l'heure, on va y arriver, plus ou moins. Donc tout se fait via le site de l'association. Vous pouvez vous inscrire en ligne. Il y aura également une nouvelle plateforme pour tout ce qui est information. Myélonet, donc sur lequel vous aurez les MOOC. Ça deviendra un peu la base de toutes les connaissances de la F3M. Donc c'est en cours de construction. Et donc vous verrez un peu tous les contenus proposés. Donc je ne vais pas aller, vous pouvez les lire sur l'écran. Donc ça parlera aussi bien de la recherche, des traitements, des explications de base sur ce qu'est les myélomes, et ainsi de suite. On va passer 3-4 minutes là, si vous avez ou des commentaires ou des questions des dernières minutes. Oui, s'il vous plaît, professeur, pouvez-vous préciser les impacts possibles au niveau dentaire suite au traitement du myélome? On en a un des impacts possibles, vous savez, on en a parlé tout à l'heure, c'est devenu très très rare, c'est les problèmes d'ostéonécrose dentaire, de la mâchoire avec les traitements prolongés par biphosphonate, c'est honnêtement plus un problème. Et ensuite, les traitements, c'est vrai, peuvent accentuer le risque d'infection bucco-dentaire, ça c'est important, d'avoir un suivi régulier. Je ne vois pas tellement d'autres choses pour répondre à votre question. Mais... Est-ce qu'il y a encore une dernière opportunité? Il y avait quelqu'un au milieu de la salle. Excusez-moi. Allez-y. On a beaucoup parlé du myélome et travail, réinsertion et tout ça. C'est très très bien pour les aides. Tout ce qui a été dit, c'était bien. Parce que comme il y a la moitié des malades du myélome qui sont à la retraite, est-ce que vous pouvez préciser un petit peu de quelles aides les retraités peuvent bénéficier? Merci. Alors, sachez que pour les personnes retraitées, pour tout ce qui est accompagnement en lien avec le maintien à domicile, en lien avec la santé, ça peut être aussi les CLIC et les collègues assistantes sociales du conseil départemental. Il ne faut pas hésiter à les solliciter. Vous pouvez avoir les coordonnées effectivement auprès des mairies.
Après, en termes d'aide, ça va plus être en fonction de la dépendance. C'est-à-dire que avec l'aide de votre médecin, il va calculer votre dépendance et en fonction du degré, vous aurez plus ou moins d'aide et différents financeurs. Après, peut-être pas détailler maintenant, mais vraiment, je vous invite à vous rapprocher soit d'une assistante sociale du département ou du CLIC, duquel vous dépendez. Loïc Aujac. Peut-être juste pour préciser, le type d'aide à ce moment-là, effectivement, quand vous n'êtes plus en activité professionnelle, ça peut être des aides au maintien à domicile, pour avoir une aide humaine, par exemple, ça avait été évoqué, aide ménagère, il peut y avoir aussi des financements pour aménager un peu le logement, pour mettre des barres de soutien dans la douche. Enfin voilà, c'est ce type d'aide-là qui peut être mobilisé, dont parlait Mathilde. Il y avait une question tout à l'heure au milieu de la salle. Allez-y. Oui, par rapport à la fatigue et au myélome, comme il y a beaucoup de traitements de corticoïdes et de dexaméthasone, je trouve que les problèmes de sommeil sont quand même très importants et donc augmentent la fatigue. Et bien sûr, il y a les somnifères, mais il y a aussi peut-être des techniques, enfin je ne sais pas, par rapport à la F3M et tout ça, comme l'hypnose ou comme vous voyez, des aides qui pourraient être pour l'aide au sommeil, quoi, parce que c'est compliqué parfois. Pas pour la fatigue, je ne sais pas, peut-être... Qui veut répondre? Non, c'est vrai qu'on utilise, je dirais malheureusement, un médicament qui est très très important, qui est la dexaméthasone, qui est un médicament que vous prenez en général une fois par semaine, soit 40, soit 20, soit 10 mg. On essaye de baisser les doses assez vite. Et c'est un médicament qui fait énormément de dégâts dans les couples. Parce que quand monsieur en prend, il est très énervé. Quand madame en prend, elle est très énervée aussi. Et c'est le conjoint, en général, qui souffre le plus de la prise de dexaméthasone. Et c'est vrai que c'est un médicament qui est très insomniant. Donc, il y a des patients qui préfèrent le prendre le soir pour ne pas être gênés dans la nuit qui suit et seulement être un peu énervé dans la journée le lendemain. Donc ça, c'est un petit moyen, parce qu'habituellement, on prend ce médicament le matin. Moi, je conseille en général de le prendre plutôt le soir pour ça. Et bon, c'est vrai qu'après, les techniques de relaxation, les techniques de sophrologie, etc., peuvent aider, incontestablement. Nous, on n'a pas de secret, parce que même si on prescrit des somnifères ou des anxiolytiques, etc., ce n'est pas très, très efficace face à l'insomnie de la dexaméthasone. Ok, c'est bon. Donc, écoutez, on arrive à la fin. On a juste dépassé de 8 minutes. Donc, un remerciement particulièrement, mesdames, messieurs, sur scène. Merci d'être venus un samedi après-midi pour nous aider à mieux comprendre, apporter certaines réponses. Merci à vous tous dans la salle d'être venus. J'espère que vous n'avez pas été trop ennuyés, que vous avez été intéressés. Je vais vous souhaiter un bon retour. N'oubliez pas de remplir le questionnaire. Okay. N'oubliez pas de mettre excellent en bas à gauche. Et puis, si vous avez aimé, si vous avez trouvé ça instructif, on vous attend le 14 octobre 2023. On ne sait pas où ça sera encore, peut-être ici, peut-être une autre salle dans les environs de Nantes. Mais on a été ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui. Et on vous remercie de votre participation. Moi, je me permets de remercier tous les bénévoles de la F3M et cette association qui est vraiment une association merveilleuse. Moi, j'en ai vécu les tout débuts, il y a 17 ans, quand les premières réunions ont eu lieu avec Madame Bailly, avec Bernard Delcourt sur Paris. C'était l'embryon de l'association qui a maintenant 15 ans. C'est une association incroyable quand on voit l'évolution entre le tout début et maintenant tout ce que vous avez réussi à concrétiser. Effectivement, en faisant des choses pour les patients, pas seulement ces informations sur les traitements, etc., mais tout ce qui va autour, les aidants. C'est vraiment, vous êtes absolument remarquable. Je voulais vraiment vous dire ce sentiment qu'on a tous, médecins de l'intergroupe francophone du myélome, et on est vraiment content de partager et de travailler main dans la main pour voilà, essayer de lutter au mieux possible contre cette maladie. Voilà.
Merci. Thank you.